Bonjour et bienvenue à cette vidéo où l'on va parler de ressorts. On va examiner deux cas, le cas non amorti, donc sans frottement, et le cas amorti, avec frottement. Cette vidéo est dédiée aux élèves de première année de physique, d'ingénierie et de maths à l'UNIF pour le cours Physique Générale 1. Certains verront cette matière dans un cours comme Oscillation et ondes. Sans plus à dire, commençons. Étudions d'abord le cas le plus simple sans frottement. Pour cela, parlons d'abord de la force d'un ressort, en d'autres termes, la loi de Hooke. Celle-ci est donnée par F est égal à moins kx, où F est la force en newton, x est l'élongation en mètres, et k est la constante du ressort en newton par mètre. Cette élongation x est mesurée à partir du point d'équilibre. Si le ressort a cette longueur-là, la force est nulle. X peut être positif ou négatif d'ailleurs. Le moins signifie que la force tend à ramener notre masse vers le point d'équilibre. Pour illustrer cela, si on est à droite du point d'équilibre, alors x est positif, et la force du ressort, sur le schéma noté par t, est vers la gauche, donc négative. Et inversement, si on est dans les x négatifs, alors la force sera positive. Si on attache une masse à ce ressort, et qu'on la lâche avec une certaine élongation, alors elle se mettra à osciller. A noter que parfois, on ne donne pas l'élongation x, mais plutôt la longueur du ressort L et la longueur à vide L0. Dans ce cas, l'élongation est juste donnée par x égale L moins L0. Maintenant, examinons ce qui se passe justement quand on lâche notre masse avec une certaine élongation. On a vu que la force du ressort est F égale à moins kx. On applique la deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Ici, on sait que le poids et la force de réaction du sol se compensent, donc la force du ressort est la seule force, donc MA est égal à moins KXI. En projetant sur l'axe X, on obtient que MA égale à moins KX. Donc, on peut mettre le KX de l'autre côté, on peut diviser par M, et on sait que l'accélération est la dérivée seconde de la position par rapport au temps, donc x point plus K sur M, x égale 0. On peut réécrire cette équation en définissant la constante oméga 0 égale à la racine carrée de K sur M, et donc on obtient que x plus oméga 0 carré, x est égal à 0. A noter qu'en maths et en physique, il y a des notations différentes pour les dérivées. En maths, quand on a une fonction f de x, on note souvent sa dérivée par f' de x. Ici, on utilise la notation point, comme voulant dire dérivée par rapport au temps, aussi noté d sur dt. Donc, x point est la vitesse sur x. La dérivée seconde, on la note avec 2 points, ou par d carré sur dt carré. Donc x point est l'accélération sur x. Maintenant, résolvons cette équation différentielle. Plus précisément, c'est une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficient constant. Pour résoudre, on peut poser x égale e exposant lambda t. En substituant, on obtient que lambda carré, e exposant lambda t, plus oméga 0 carré, e exposant lambda t, égale 0. On sait que e exposant lambda t ne peut jamais être nul, donc on a une équation quadratique en lambda. Lambda carré plus oméga 0 carré est égal à 0. Et cette équation quadratique a deux solutions qui sont complexes. Lambda est égal à plus ou moins i oméga 0. On a donc trouvé deux solutions à notre équation. Si on substitue, on a que x1 est égal à e exposant i oméga 0t et que x2 est égal à e exposant moins i oméga 0t, que l'on peut réécrire avec la formule d'Euler comme x1 égale cos de oméga 0t plus i sin oméga 0t, et x2 est égal à cos oméga 0t moins i sin oméga 0t. Bon, tout ce bazar, ça semble un peu bizarre vu qu'on sait que la position est un nombre réel. Alors pourquoi on se retrouve tout à coup avec des nombres complexes? Pour se débarrasser de la partie imaginaire, il faut se souvenir que cette équation différentielle est linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a deux solutions, x1 et x2, alors x1 plus x2 est aussi une solution. Vous pouvez le vérifier vous-même, c'est pas très dur. Encore plus fort, n'importe quel produit de x1 ou de x2 est une solution. Et donc pour généraliser, toute combinaison linéaire de x1 et de x2 est une solution. Alors, on peut créer deux combinaisons linéaires pour n'avoir que des nombres réels.
En particulier, si on additionne x1 et x2, alors le plus i sin oméga 0t se simplifie avec le moins i sin oméga 0t, nous donnant 2 fois cosinus, et si on divise par 2, alors juste cosinus. On peut faire presque la même chose pour extraire le sinus. Si on soustrait x1 et x2, alors les cosinus se simplifient, et en divisant par 2, on a sin oméga 0t. Donc cos et sin sont donc deux solutions de cette équation, ce que vous pouvez vérifier. Toute combinaison linéaire l'est donc aussi, donc on dit que la solution générale est x est égal à alpha cos oméga 0t plus bêta sin oméga 0t, avec alpha et bêta des constantes réelles, qui dépendent des conditions initiales. On peut aussi écrire ça comme x de t égale c cos oméga 0t plus phi, ce que l'on peut facilement vérifier avec la formule du cosinus d'une somme. Les constantes alpha et bêta sont alors égales à c cos phi et à moins c sin phi respectivement. A noter qu'on aurait aussi pu mettre moins phi au lieu de plus. On y est presque. Il se peut qu'on nous donne les conditions initiales de notre système, donc la position initiale et la vitesse initiale. Alors, on peut déterminer les constantes c et phi. Ici, on va prendre le cas le plus simple où l'on lâche la masse sans vitesse initiale, à une distance a de l'origine. On a déjà notre position en fonction du temps, reste à dériver pour avoir la vitesse. Donc v de t égale dérivée de x de t, par rapport au temps, est égal à moins c oméga 0 sin de oméga 0t plus phi. Maintenant, en t égale 0 secondes, x de 0 égale c cos phi, et v de 0 est égal à moins c oméga 0 sin phi. Et donc, c est égal à a sur cos phi, et sin phi égale 0. Trouvons phi. Il y a deux cas. Soit phi est égal à 2n pi, soit phi est égal à pi plus 2n pi. N est un nombre entier, 2pi est un tour complet de cercle. Ici, on sait que si on ajoute successivement des 2pi, ça ne change rien à notre solution. Donc soit phi égale 0, soit phi égale pi. Les deux marchent, ça va juste changer le signe de c. Ici, on prend phi égale 0. Donc c égale a, et donc on a x de t égale a cos oméga 0t, dans le cas sans vitesse initiale. Donc, pour résumer, on a démontré que dans le cas sans frottement, la position est une fonction du temps de la forme x de t égale a cos oméga 0t plus phi, où a est l'amplitude, oméga 0 la pulsation, et phi le déphasage. Plus tard, on verra aussi qu'il y a un lien entre période et pulsation. Passons maintenant au cas un petit peu plus compliqué de l'oscillateur harmonique amorti. On va supposer que l'on a des frottements fluides, et non pas secs, donc une force de résistance provoquée par un fluide, et non pas par une surface. De plus, on suppose que le nombre de Reynolds est assez petit. Ça, c'est pas très important de savoir c'est quoi, mais de manière à ce que l'on puisse dire que la force est proportionnelle à la vitesse. Dans l'air, par exemple, on aura souvent affaire à une force de frottement proportionnelle au carré de la vitesse. Mais dans un milieu plus visqueux, et ou avec une vitesse relativement faible, on a des frottements linéaires. De plus, l'équation avec V est plus facile à résoudre que si on avait un V carré. Mais donc, dans cette vidéo, on va prendre FD, D pour drag en anglais, comme étant moins BV. La force oppose le mouvement, donc la vitesse, d'où le moins, et B est le coefficient de frottement. On applique ici aussi Newton, mais on a un terme en plus qui s'ajoute, la force de frottement. On peut tout mettre de l'autre côté et diviser par m, et on a x point point plus b sur m x point plus k sur mx égale 0. Ici aussi, on peut poser x égale e exposant lambda t. En substituant, on a que lambda carré e exposant lambda t plus b sur m lambda e exposant lambda t plus k sur m e exposant lambda t égale 0. Et donc, sans le lambda, lambda carré plus b sur m lambda plus k sur m égale 0. On a donc une fois de plus une équation quadratique. Le discriminant est delta égale b carré sur m carré moins 4k sur m. On doit donc distinguer 3 cas. K1, delta supérieur à 0, et donc b carré supérieur à 4mk. Dans ce cas, on a deux racines réelles. Lambda 1 et 2 est égal à moins b sur m, plus ou moins racine carrée de delta. Le tout divisé par 2. Ce qui est égal à moins b sur 2m, plus ou moins racine carrée de b sur 2m, le tout au carré, moins k sur m. Pour que ce soit un peu plus clean, on peut définir deux constantes. Gamma est égal à b sur 2m,
et delta est égal à racine carrée de b sur 2m, le tout au carré, moins k sur m. Alors, lambda 1, 2 est égal à moins gamma, plus ou moins delta. En substituant cette valeur de lambda dans notre équation originelle x égale e exposant lambda t, on a deux solutions. Et comme cette équation différentielle est linéaire, comme tout à l'heure, ça veut dire que toute combinaison linéaire de D2 est aussi une solution. La solution générale est x de t est égal à e exposant moins gamma t fois a e delta t plus b e moins delta t, avec a et b de constantes. C'est ce que l'on appelle un amortissement surcritique. Cas numéro 2. Delta égale 0, donc b carré égale 4mk. Dans ce cas, on a une seule racine double, lambda 0 est égal à moins b sur 2m, est égal à moins gamma. On ne va pas le démontrer, mais dans ce cas, la solution générale est x de t égale à e exposant moins gamma t fois a plus bt. Cas numéro 3. Delta inférieur à 0 et donc b carré inférieur à 4mk. Dans ce cas, on a deux racines complexes. Lambda 1, 2 est égal à moins b sur m plus ou moins i fois racine carrée de 4k sur m moins b carré sur m carré, le tout divisé par 2. Et donc, ce qui est égal à moins b sur 2m plus ou moins i, racine carrée de k sur m moins b sur 2m, le tout au carré. On peut ici aussi poser gamma égale b sur 2m et une nouvelle constante, oméga 1, égale à racine carrée de k sur m moins b sur 2m, le tout au carré. Et la solution générale est alors x de t égale a e exposant moins gamma t fois cos oméga 1 t plus phi, avec a et phi de constantes. On pourrait démontrer que cette formule est vraie avec la formule d'Euler, comme tout à l'heure, mais ici on ne va pas le faire. On va plutôt vous montrer quelques graphiques pour que vous compreniez bien les trois cas possibles dans le cas amorti. Dans le cas sous-critique, le coefficient de frottement B est assez faible, et donc notre masse arrive encore à osciller, ne serait-ce qu'avec une amplitude qui diminue au fur et à mesure que le temps avance. Dans le cas surcritique, B est tellement grand que la masse n'arrive même pas à faire une seule oscillation. Imaginez un ressort dans du miel, par exemple. Finalement, il y a le cas critique. Ici, on n'a pas d'oscillation non plus, mais en plus, le retour à la position d'équilibre se fait le plus rapidement possible. Un exemple possible sont les freins d'une voiture. Il est avantageux que l'équilibre soit atteint le plus rapidement possible. Pour finir, parlons de la période. La période t est le temps nécessaire pour un aller-retour. Évidemment, définir une période n'a un sens que si on a un mouvement oscillatoire. Si on n'a pas de frottement, alors on a une équation de la forme x de t égale a cos oméga 0 t plus phi. Comment trouver la période? On sait que la fonction cos t a une période de 2π. Si on multiplie t par une constante, alors pour avoir le graphique de cette nouvelle fonction, on doit diviser toutes les abscisses par cette constante. Donc si on divise 2π par oméga 0, la pulsation, on obtient t égale 2π racine carrée de m sur k. De manière analogue, on peut aussi parler de pseudo-période, dans le cas amorti, i.e. le temps entre deux maxima consécutifs, car on a une fonction de la même forme, juste avec une amplitude qui diminue avec le temps. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura aidé à comprendre l'oscillateur harmonique avec et sans frottement. Si c'est le cas, je vous conseille vivement de vous abonner, et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo.